Donc voilà, ici on est face au design qui a été réalisé au mois de juillet 2018 dans le cadre d'un très chouette stage de design avancé. Et toute l'implémentation du terrain ici a été réalisée quelques mois plus tard en octobre. Donc avant ça, c'était comme on le voit là, c'était une prairie à faucher. Il y avait rien, de l'herbe en monoculture. Et aujourd'hui, ben, on est à peu près 3 ans après, c'est ma deuxième saison. Et ben voilà, on peut voir ce qui a poussé. Des belles récoltes, parfois un peu difficiles, hein. La première année, c'était fort sec. Cette année-ci, c'était fort humide. Donc, j'ai pas encore eu une véritable saison qu'on pourrait qualifier de normale, si jamais ça existe. Mais en tout cas, voilà. Ici, on est bien. C'est bon comme ça? Donc, les lignes de framboisier que vous voyez ici, elles ont l'air un petit peu d'avoir souffert effectivement parce que un peu trop d'eau, malgré le terrain en pente, les eaux se concentrent assez fort sur cette partie du terrain. Donc j'ai perdu des framboisiers, pas tellement de ce côté-ci, mais plutôt de l'autre côté là-bas. On voit sur la fin des lignes là-bas, il n'y a plus rien du tout. Et ça a été à cause de l'humidité. Il y a quoi? Il y a un mois, quand on prenait un petit transplantoir et qu'on faisait un trou, ça faisait et on retirait la terre et il se remplissait d'eau. Donc on a vraiment eu beaucoup d'eau. Ici, l'eau est en partie drainée, hein, donc l'eau qui tombe sur la serre, il y a un drain de chaque côté qui emmène l'eau à la mare. Donc de ce côté-ci, le problème n'était pas aussi. D'accord? Donc, regardez bien les framboisiers, la ligne de droite ici, la ligne de gauche là-bas, parce qu'on va aller voir les autres framboisiers là-bas. Vous allez comprendre quelle a été mon erreur à moi au niveau, enfin peut-être pas tant au niveau du design, mais surtout au niveau de l'implémentation. Tiens, mets ça dans une de tes poches. Sinon, il va se déconnecter. C'est le micro. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a les bandes de plantation. Donc, on les a mis sur 2 lignes. Et qu'on a un écart relativement important entre les lignes de plantation. Alors l'écart important, ben, il est là pour garder un certain ensoleillement. Donc on a des arbres qui sont des demi-tiges qui vont encore bien pousser, donc ils vont projeter des ombres et il faut quand même garder à un moment donné des arrivées de lumière, des arrivées de soleil. Et le tout, c'était pas de faire une grosse canopée et de plus rien avoir en dessous. Donc on continue avec les arbustes et les buissons, et puis il y aura encore des choses qui viendront s'installer en dessous. Donc de manière à garder en fait l'ensoleillement, il y a un écart entre les 2 lignes, mais surtout il y a un grand écart entre 2 planches. Vous voyez que je ne tombe pas. Enfin, d'une part, c'est parce que je suis fainéant. D'autre part, c'est pour laisser une bande faune. Donc, quand je viens avec la tondeuse, je fais en fait un carnage dans toute l'entomofaune. Euh, je les vois hein, s'enfuir devant moi. Donc ici, elles ont 2 choix intelligents, la gauche ou la droite. D'accord? Si elles partent d'un côté, elles arrivent dans les bandes de plantation, de l'autre côté, elles sont dans les bandes faune. Il n'y a que ceux qui décident de venir vers moi, mais c'est assez rare. Celles-là, ce sont les premières à être dégommées. Et puis après, celles qui continuent à aller tout droit, à un certain moment, je les rattrape, quoi, hein. Mais voilà, c'est ce que je peux faire aussi dans le cadre de ce projet d'écosystème, de vouloir préserver la biodiversité aussi. C'est leur laisser tout cet endroit-là pour aller se réfugier. C'est fauché une fois par an. Bientôt. Donc fin septembre, début octobre, de même que le pré fleuri qui est là-bas, il est fauché aussi. Fauché, broyé. Donc c'est pas exporté. Donc on va vous dire, voilà, quand vous faites un pré fleuri, vous fauchez, vous laissez quelques semaines en place, vous exportez. Moi j'ai décidé de ne rien exporter du terrain, donc ça reste en place. On va vous dire aussi qu'un pré fleuri, il faut le refaire tous les 3 ans, sans doute, si on veut le même mélange de fleurs avec toujours autant de fleurs. Je peux vous dire que vous venez ici en juin, juillet, il y a des fleurs absolument partout. Il y a des fleurs que j'ai pas semées, mais il y a des fleurs qui se ressèment automatiquement. Et vous verrez sur base des herbes sèches, etc., qu'il y a quand même encore pas mal de choses en place. Donc moi je recommence pas, je vais pas retravailler le sol, etc., pour ressemer.
bah, je laisse faire et la seule chose que je fais, c'est, comme j'ai pas envie spécialement dès que les orties soient là, je laisse pas monter les orties. Petit à petit, j'enlève les rumex aussi. Ils ont fait leur travail de dépôt compactage, mais j'ai pas envie d'une culture de rumex, donc je les extirpe aussi. Mais ce sont les seules interventions. Et alors les chardons, c'est obligatoire de les enlever. Moi, j'adore ça, mais donc j'en laisse pas trop, quoi. De manière à ce que je puisse dire, oui, je les ai enlevés, mais bon, voilà, il y en a que j'ai raté, désolé, quoi. Tout à la main, oui. Tout à la main. Enfin, j'utilise ici pour la tonte, je fais pas ça à la faux, hein, ni au ciseau en or. Donc j'ai effectivement un tracteur tondeuse. Pour le reste, tout l'outillage est standardisé sur de l'électrique sur batterie, étant donné que, comme vous voyez, la maison là-bas, elle est installée avec un maximum de panneaux solaires. Donc 10 kW crête. Au-dessus de ça, on est considéré comme fournisseur d'électricité. Ce qui n'était pas ma vocation, donc c'est le maximum qu'on peut avoir en tant que privé. Avec ou sans batterie? Sans batterie pour l'instant. Sans batterie pour l'instant, alors effectivement, il y a beaucoup de discussions par rapport au fait de se mettre off the grid, hein, donc de sortir du réseau et de devenir indépendant avec ses panneaux solaires. Oui et non, pour l'instant les batteries coûtent très très cher et n'ont pas une durée de vie très longue. Donc en fait tu récupères jamais ton investissement pour l'instant au prix des batteries. Par contre il faut payer cette fameuse taxe prosumer. Alors il y a beaucoup de gens qui râlent et moi je trouve ça tout à fait normal, même si je vais devoir la payer, parce qu'en fait moi je produis l'électricité là maintenant, mais je n'utilise pas. Sauf si on branche le projecteur ou si quelqu'un, enfin il y a un frigo, congélo, etc. Ça tire un peu d'électricité, mais c'est marginal. L'électricité, on la consomme surtout le soir, enfin surtout l'hiver, ce genre de. Quand on produit pas, c'est là qu'on la consomme. Donc pour l'instant, moi, mon électricité, elle repart dans le réseau. Mon compteur tourne à l'envers pendant que je parle ici. Et donc, mon électricité est stockée dans le réseau. Donc, je ne dois pas acheter des batteries, mais je paye cette utilisation du réseau. Donc, je trouve ça normal. Voilà. Mais bon, vous entendrez beaucoup de gens râler parce qu'ils doivent la payer. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne la payait pas. Et donc, c'était un énorme avantage. Hein. Donc, voilà, on est super content de ne pas avoir dû le payer jusqu'à présent. Mais c'est normal. Et l'autre alternative, c'est d'acheter ces batteries. Mais ça coûte à peu près 5 000 € par batterie. Et il m'en faudrait 3. Mais elles n'ont pas une durée de vie qui me permettrait d'amortir ces 15 à 18 000 €. Je devrais les remplacer avant qu'elles aient été amorties. Dans ce cas-là, je veux dire, économiquement, ça n'a absolument aucun sens. Et quand je vois le prix que va me coûter cette redevance, même au prix, je veux dire, ils ont un flat fee, ou bien alors il faut mettre le compteur intelligent. Donc même si je prends le forfait, ça me coûte moins cher que l'amortissement des batteries. Donc pour l'instant, le réseau, c'est fantastique. Donc on a effectivement une orientation, comme je vous l'ai dit, des lignes de plantation ici qui ne sont pas nord-sud. Donc elles sont un peu tiltées de manière à, donc on a plein est qui se trouve là-bas. On est vraiment sur une croix, sud, nord, est, ouest. Donc ici les buissons, donc cette face-ci des buissons va prendre le soleil dès les premiers rayons. Donc ils ne sont pas non plus nord-est. Donc quand vous regardez l'élévation du soleil, hein, au début il se lève, il est vraiment tout plat, et puis après il commence à se lever, et puis il prend un angle. Donc c'est en analysant en fait cet angle aux alentours du mois de fin avril, début mai, etc. Quand on commence à avoir les plantes qui se réveillent et qui commencent à faire leur poussée de sève au printemps, ben voilà, l'orientation est faite de manière à maximiser en fait l'ensoleillement à cette période-là. Sauf là pour des raisons purement géométriques, à savoir avoir aligné sur le hangar et sur la serre et avoir gardé les longueurs de framboisier égales à la longueur de la serre et la largeur des plantations égale à la largeur du hangar, et puis c'est tout quoi. Hein. Donc là c'est pour des raisons purement esthétiques. L'inclinaison n'est pas exactement comme dans ton design. Non. Elle a évolué un peu. Ben oui, parce que quand tu fais le dessin, tu le fais sur plan. Ouais.
Et donc tu prends, tu fais au mieux, quoi, hein. En plus de ça, tu as suivi le cours de design avancé avec Fabien? Non? Bon, voilà. On le donne régulièrement à nous deux. Maintenant, je peux dire que pour les participants, il y a pas mal de pression. Et donc, voilà, tu fais au mieux dans le temps qui t'est imparti, à savoir à peu près 2 jours sur la semaine de travail. Donc, effectivement, j'ai pensé à ce principe, mais sur le plan, il n'est pas optimal. Par contre, quand je suis passé à la mise en œuvre, j'étais sur le terrain, j'étais avec ma boussole et là j'ai vraiment pu regarder quelle était la direction optimale pour le faire. Et on s'est aussi rendu compte, une fois qu'on avait fait, donc j'en avais dessiné 5 sur le plan, une fois que j'en ai eu dessiné 5, ben on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait encore franchement en mettre une 6e qui valait la peine d'être exploitée. J'aurais même pu mettre une 7e, mais elle aurait été tout irikiki. Et en fait, j'ai préféré y installer une zone de déchargement, puisque j'ai un ami qui m'a aidé à faire ceci, qui est entrepreneur de jardin. Et donc, ces déchets, c'est ma ressource. Lui, il va chez des clients qui lui font dégommer les arbres, il les broie et il a plein de broyats effectivement qui vient décharger ici. Comme ça, lui ne doit pas le stocker, ça lui coûte pas grand-chose à part le trajet aller-retour. Il le tape là et moi je l'utilise pour effectivement mettre dans mes planches comme paillage et pour avoir plus facile après à gérer tout ce qui est adventice, quoi. Vite fait, si vous venez vous mettre à peu près ici, vous allez voir exactement les 2 mêmes variétés de framboisiers qu'il y a là-bas. Donc la ligne de droite correspond à la même variété que la ligne de droite qui est là-bas, tout à fait à droite le long de la serre. La ligne de gauche ici correspond à la même variété que celle qui est à gauche le long du chemin. Et vous voyez directement au premier coup d'œil qu'il n'y a pas photo par rapport à la volubilité des plantes. Alors ça, c'est lié au fait que quand on a fait la mise en œuvre, là où se trouvent les framboisiers, là-bas devant le hangar, c'est là qu'on a déchargé 3 fois 15 tonnes de compost. Donc on est venu avec des tracteurs, on a béné du compost, donc on a mis plein de compost, il y avait des montagnes de compost qui étaient là-bas sur cette partie-là. Compost qu'on a utilisé pour créer les planches. Donc on a commencé à travailler le sol sur la largeur, enfin j'avais tout été piqueté hein, avec des ficelles, etc. Donc on a commencé à travailler le sol, on est venu mettre du compost dessus et par-dessus on a bâché. Et on a un terrain qui est extrêmement fertile. Là-bas, quand on a eu terminé, on s'est dit, voilà, il y a eu plein de compost, etc. Dessus, il en restait encore un peu parce qu'on ne parvient jamais à tout ramasser. Donc on a travailloté un petit peu le sol et puis on a bâché. Eh bien, on n'a pas du tout le même effet. Donc j'aurais dû travailler là-bas. Donc j'aurais dû en fait travailler le sol, ramener encore une fois du compost dessus et puis bâcher, de faire exactement la même chose qu'ici. Donc je me suis dit que c'était pas nécessaire. Et ça a été mon erreur. Donc ici, le sol, franchement, quand on travaille ici au désherbage, etc., on prend les adventices, on les retire comme ça à la main, on les jette derrière soi, il n'y a pas de souci. Là-bas, Tintin, quoi. C'est une question de compaction, finalement. De compaction, de moins de matière qui a été apportée. Donc effectivement, il restait du compost, mais on n'en a pas rapporté en plus, donc il n'y en avait pas assez. Donc le sol est très différent à 20 mètres de distance. Hein, pour finir, le sol est très différent et les mêmes variétés de framboisiers avec quasiment la même orientation. Donc là-bas c'est nord-sud, ici c'est un peu tilté. On n'a pas du tout le même comportement et pas du tout les mêmes récoltes non plus. D'ailleurs, là-bas il y en a plein qui sont passés cette saison. Sinon, autre chose qui est amusante à voir, ça c'est quand on ne touche pas le sol pendant la saison sans rien faire. Et puis ça c'est un sol qui c'est un sol qui a été traité, quoi. C'est un sol sur lequel on a mis tout ce que met l'agriculture conventionnelle. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas grand chose qui pousse, à part les maïs. Donc là, il n'y a rien qui est passé, hein. Il n'y a pas eu de travail ni quoi que ce soit, c'est juste le résultat
de la non-pousse, on va dire, de quoi que ce soit d'autre que le maïs. Voilà. Il n'y a pas tellement longtemps, ils sont venus faire des essais, habillés en cosmonautes. Donc ils ont quadrillé en fait la parcelle en petites parcelles et ils sont venus tester différentes molécules en différentes concentrations. Donc c'est la région wallonne comme ça qui a fait ça. Et puis ils ont mis des petits panneaux, comme on voit dans les films de guerre, là, tu sais, où il y a une tête de mort avec à marquer attention, c'est pour les champs de mines. Mais là c'était la même chose, il fallait surtout pas aller. À côté de chez toi. Voilà, mais c'était à côté de chez moi avec absolument aucune protection, bien évidemment. Alors je laisse pousser ma haie beaucoup plus longtemps beaucoup plus haut qu'elle ne l'était normalement. Si on regarde un petit peu dans la haie, en tout cas ça se voit mieux en hiver, mais l'ancienne table de coupe est à peu près ici. Donc on l'a doublée, plus pour se rassurer que pour une question d'efficacité, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une étude dans les écoles rurales en Wallonie, où on a pu déterminer qu'il y avait je ne sais pas combien de substances qu'on retrouvait sur les murs. Donc ils ont fait un test PCR pour les murs, ils sont venus avec des tigettes frottées sur les murs qu'ils ont mis dans leurs petites éprouvettes qu'ils ont analysées. Donc ils ont retrouvé énormément de substances qui sont utilisées en agriculture à l'intérieur des écoles, dont des substances qui sont interdites depuis les années 70 et qui n'ont pas de rémanence. Donc la rémanence, c'est que quand on applique un produit, il reste pendant plusieurs années. Là, si on applique le produit, il disparaît en quelques semaines ou voire quelques mois. Mais si on en trouve aujourd'hui, c'est qu'on l'a appliqué avant-hier, même s'il est interdit depuis les années 70. Donc ça veut dire qu'on a des stocks qui sont utilisés. Comme beaucoup de gens, hein, maintenant qu'on parle d'arrêter le glyphosate, etc., beaucoup de gens ont stocké aussi des bidons pour continuer à les utiliser. Si vous avez des questions, donc ici la bâche passe d'un côté de la planche, ben on va le voir, on va bien le voir ici parce que j'ai pas encore mis de paillage sur la bâche. Donc la bâche, elle part à peu près de 20-30 cm à gauche de la ligne ici, et elle va 20-30 cm à droite de la ligne là. Mais elle a été dégagée, donc on a dégagé une bande ici. Donc là, on peut effectivement amener ce qu'on a envie d'y amener en compost, etc. Alors pourquoi le bâchage? Ben, comme je l'ai dit, on est installé sur une prairie. Donc qui dit prairie, même après travail de sol, on n'a pas pu enlever toutes les racines, quoi, hein, et on a autant de chiens-dents que d'herbes et autre chose. Donc tout ça pousse. Donc ce qu'on a fait ici, c'est installer une bâche qui s'appelle BioWeedTex. Donc c'est un PLA, donc PLA c'est acide polylactique de maïs mélangé avec du chanvre. Donc il y a 95% d'acide polylactique de maïs et 5% de chanvre, ce qui fait une toile qui se dégrade en 4-5 ans. Donc en 4-5 ans, elle a complètement disparu, elle est retournée au sol. Donc on a mis ça de manière à ne pas devoir être constamment en train de désherber plutôt qu'en train de cultiver, de récolter, etc. C'était vraiment pour se faciliter la tâche. Le système d'irrigation est là-dedans, il est ici. Les petits drapeaux d'ailleurs, vous qui me demandiez pourquoi les petits drapeaux sont là pour montrer où sont mes valves, qui me permettent d'ouvrir et de fermer. Donc elles sont ici en dessous. Vous voyez, en fait, pourquoi je dois la chercher? Ben, c'est parce que cette année, il a tellement plu que je ne les ai pas utilisés. Donc en fait, l'herbe a poussé, mais c'est ici que je vais ouvrir, fermer mon système d'irrigation. Donc les bâches sont perméables à l'eau? Ah oui, tout à fait, hein. C'est vraiment un tissu, quoi. C'est comme un feutre qui fait quelques millimètres d'épaisseur. Moi j'ai une question ici sur les goumis, c'est quoi le... C'est un Eleagnus. Ouais, goumis du Japon. D'accord, ok, si tu veux. Mais juste une question, pourquoi les avoir implantés Ben, ce sont des fixateurs d'azote. Ouais. Donc ils font sur les racines des petits nodules
comme les pommes de terre en fait, qui se remplissent d'azote. Donc ils captent l'azote de l'air et vont les fixer dans leurs racines. Et les autres arbres qui sont autour viennent se mettre au contact des racines des Eleagnus et viennent pomper l'azote. Donc ça me permet de ne pas amener en fait de l'azote. Il faut savoir que ici, dans le nord de la France, dans le nord de la Hollande, jusqu'en Bretagne, etc., il pleut de l'azote. Hein. Donc d'abord parce que les élevages de porcs, hein, la Flandre, la Hollande, la Bretagne sont des grands centres d'élevage de porcs. Donc, qui dit élevage de porcs dit lisier, qui dit lisier dit épandage. Donc, c'est vraiment de l'azote pur qu'on vient mettre sur les champs. Et une partie s'évapore et puis part dans les petits nuages et repleut un peu plus loin, quoi, hein. Donc ici, enfin voilà, on met encore de l'azote. Donc les fermiers ici, la personne qui, avant que moi je reprenne le terrain et que je fasse ce projet, il mettait 27%, enfin de l'azote à 27% pour faire pousser l'herbe encore plus vite, encore plus fort et avoir encore plus de... Donc de l'azote ici, et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps encore en désherbage, etc. Il y a Mais beaucoup d'études qui disent que justement le côté fixateur d'azote, il est à revoir en fait. Que c'est plutôt les rameaux qu'on vient couper et remettre au niveau du sol qui vont amender, et pas forcément les nodules qui vont... voilà. Est-ce que tu as eu genre un retour de... Est-ce que les plantes juste en périphérie de ces Elagnus... Est-ce que tu bénéficies bien de l'azote? Non, j'ai pas de retour. En Non, fait, mais donc j'ai pas. Moi, ce que je peux voir, c'est que tout va bien. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a pas mal de gens qui viennent visiter. Donc, j'ai y compris des. J'ai fait une visite pour les guides nature du coin qui se sont extasiés sur la taille de mes arbres par rapport à leur très jeune âge et le fait qu'ils portaient, etc. Donc voilà. Ils vont bien, ils ont apparemment tout ce qu'il leur faut. Ça, c'est le seul retour que moi, je peux avoir. Maintenant, est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est dû à 3587 autres facteurs? Ça, je ne peux pas te répondre. Si je peux intervenir, il y a eu des études qui ont été faites sur des forêts d'aulnes par rapport à des forêts de chênes, de feuilles. Normalement, et les aulnes aussi sont fixateurs d'azote. Et ils voyaient que l'humus qui était au pied des arbres, en tout cas, était plus riche en azote. Enfin, le C sur N était plus bas. Mais elle a perdu des feuilles alors. Mais elle a perdu des feuilles. Mais est-ce que celui-ci il perd ses feuilles? Oui. Donc il contribue probablement. Oui, c'est clair. C'est clair, et c'est vrai que bon, la plupart des choses qu'on va tailler, on va les laisser sur place aussi. Sinon, voilà, tout ça est palissé. Donc ici, on a déjà coupé. Donc ce sont des non-remontantes, ce sont des framboisiers ici qui fructifient effectivement au printemps point barre, hein, donc ils n'ont pas une deuxième fructification. Et on a déjà enlevé les cannes qui ont porté les fruits cette année-ci. C'était ce que j'étais en train de faire là-bas ce matin, et c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on voit très bien hein, les cannes qui sont sèches avec les fruits qui sont restés dessus, qui sont secs aussi. Tout ça est destiné à partir. Donc ils sont palissés sur 2 fils qui sont ici au centre. Ils sont taillés plus ou moins à 1,80 m. Pourquoi 1,80 m? C'est parce que une fois que j'ai le bras levé, je ne sais pas arriver beaucoup plus haut, donc je les taille à cet endroit-là. Et alors, on a aussi un palissage latéral. C'est aussi piqué au vigneron. C'est comme mon sécateur électrique. Si ça marche pour les vignerons, ça marche pour moi aussi. Donc, le principe est que le framboisier, qui est une plante bisannuelle, il va faire des cannes, mais qui sont très vertes, donc qui sont très souples et qui risquent effectivement de se coucher avec la pluie, avec le vent, etc. Et donc partir un peu dans tous les sens, ce qui est encore déjà le cas parce qu'on n'a pas été assez vigilant pour chaque fois les conduire et les maintenir à l'intérieur du système. Et donc on a ici un système d'écarteur qui nous permet de maintenir en fait les cannes au sein d'une distance d'à peu près 40 cm, et à la fin de la saison, si on a bien fait notre job et que toutes les cannes sont là à l'intérieur, on va simplement ramener le fil et le rattacher, et à ce moment-là on passe de 40 cm à 10 cm, donc tout est ramené sur le centre et ça nous permet après de venir l'attacher sur les petits fils comme ça, avec une tête d'alouette et un nœud plat. Si vous ne savez pas comment les faire, je peux vous apprendre. Et voilà.
Et donc ils viennent et ils sont attachés comme ça jusqu'ici en haut. Ils sont attachés bien droit, à peu près 8 cannes par mètre courant. Et, Il y a taille à 1,80 m, à quel moment? tout ça c'est en hiver. En hiver. Ouais, c'est janvier, février, quoi. Voilà, cette haie-là est une haie brise-vent. Donc les vents dominants ici en Belgique viennent du sud-ouest, hein, un petit peu comme partout, sauf si vous avez des reliefs particuliers. Mais quand on est sur un terrain plat, en général, c'est sud-ouest. Par contre, on a ici dans la région assez facilement, ça c'est les anciens qui vont vous le dire, eux ils appellent ça les halles de printemps. Alors les halles de printemps, ce sont des vents qui viennent du nord-est. Et qui dit nord-est par rapport à la Belgique dit froid, sec, effectivement, Norvège, Suède, Finlande, enfin ces endroits-là où on a effectivement des températures qui sont un peu extrêmes. Et donc on peut avoir ces vents qui arrivent chez nous au printemps, et malheureusement au printemps, c'est le moment où moi j'ai les fleurs sur mes arbres.